Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Le sommaire de ce nouveau mag. Gros plan aujourd'hui sur le loup, projet de prévention contre les agressions sexuelles sur les enfants, livres, vidéos, intervention également dans les écoles. Quelles sont les missions du loup? On en parle dans un instant avec sa fondatrice qui n'est autre que Mylan Chapiron. Chaque année, pas moins de 160 000 enfants sont agressés sexuellement dans le cadre familial. Comment freiner ce véritable fléau en France? Comment détecter un enfant agressé? Quelle prévention, quelle protection pour nos enfants surtout? Là aussi, on en parle avec notre invité. Puis il y aura la loupe d'Alix. On parle de... Je vous parle de Stéphie Alexandrian et de son combat à travers son association Carl. L'association Carl, c'est dans 10 minutes. Bonjour Mylan Chapiron. Bonjour. Merci d'être avec nous, artiste et fondatrice de l'association Mille Miettes. Mille Miettes, c'est né quand? C'est quoi? Alors, Mille Miettes, c'est une association qui va se concentrer sur la prévention à l'école contre les violences sexuelles. Donc, je me concentre sur l'école élémentaire. Et du coup, le projet du loup dont on va parler fait partie de Mille Miettes? Alors, c'est le point de départ. Non, le loup, c'est le point de départ. Le loup, c'est un outil de prévention qui est composé d'un livre, d'une chanson et d'une vidéo de prévention. Et ça, c'est la première chose que j'ai faite dans cette direction de la protection des enfants. Je pensais m'arrêter là et revenir à ma carrière de chanteuse. Ouais. Puis finalement, je me rends compte... Avec les retours de terrain. Voilà, c'est ça, qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de travail qu'on ne peut pas lâcher ce combat-là, quoi. Quelques chiffres, on vous les rappelle, on a fait plusieurs émissions effectivement sur ce fléau qu'est l'inceste et toutes les agressions sexuelles. Un Français sur 10 a dit en 2022 avoir été victime d'inceste. 96% des cas d'inceste sont commis par des hommes. Et puis on sait les femmes sont beaucoup plus exposées, sont surexposées aux violences sexuelles. Le loup, on en parle avec Mylan Chapiron, projet de prévention, je vous le disais, contre les agressions sexuelles. Album illustré, C'est mon corps, il est là, on en parle dans un instant, aux éditions de La Martinière. Il y a aussi un format vidéo, le voici. Coucou toi, c'est moi Miette et voici mon ami Balthazar. Salut. Aujourd'hui, on va t'apprendre à faire respecter ton intimité. Écoute bien. Pour commencer, parlons du corps. Notre corps est à nous. Personne n'a le droit de le toucher si on n'est pas d'accord. C'est nous le chef. Et maintenant, voici les parties intimes. La poitrine, les seins, le sexe, la zézette ou le zizi, la bouche, les fesses et le trou des fesses, l'anus. Nos parties intimes sont très précieuses. On peut les toucher pour les découvrir et les comprendre. C'est normal et même bien, mais personne d'autre n'a le droit de les toucher. Si on met plus de couches comme les bébés, on doit savoir se laver tout seul. Il n'y a que le docteur qui peut nous examiner le corps pour nous soigner. Et bien sûr, c'est aussi interdit à nous de toucher les parties intimes des autres. Logique. Attention, quand un plus grand ou un adulte veut toucher nos parties intimes, les regarder ou les utiliser pour son plaisir, quand il veut qu'on regarde ou qu'on touche ses parties intimes, ça s'appelle une agression sexuelle. Et ça, c'est interdit et puni par la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste. Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Donc c'est facile pour lui de nous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est faux, c'est pas du tout normal, c'est même interdit. Voilà pour cette vidéo, Mylan Chapiron, avec ce message puissant. C'est toi le chef de ton corps, un cri du cœur qu'il faut inculquer, répéter, rabâcher, dès le plus jeune âge? Bien sûr, dès le plus jeune âge, oui. C'est les parents qui ont peur d'aborder le thème au final, ou qui n'osent pas, ils se disent, bon, peut-être attendre, je sais pas moi, 10, 12, mais on a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur d'aborder ce sujet. Tout le monde a peur de se dire la première fois que je vais parler de sexualité à mon enfant, c'est pour lui parler des agressions sexuelles. Ouais. Mais on n'est pas du tout obligé de parler des agressions sexuelles, bien au contraire. On peut juste effectivement commencer par voici ton corps, il est à toi, personne n'a le droit d'en disposer. Et d'ailleurs, en disant ça, on doit le faire soi-même. Un parent qui dit ça ne peut pas manipuler son enfant comme il l'entend. Et dans ce livre, donc pour les plus petits, C'est mon corps. C'est un livre qui s'adresse aux 2-6 ans. Là, il y a 2 infos qui passent. C'est ton corps est à toi. Voici tes parties intimes. Donc, identifier les parties intimes, c'est ça, tout d'abord? Ouais. On identifie les parties intimes. On donne les vrais noms des parties intimes. Ouais. Et personne n'a le droit de les toucher. C'est ça qui était surprenant, parce qu'on entend effectivement anus, notamment, voilà, le zizi, tout ça. Il y a effectivement le ton qui était important. C'est vous qui avez tout écrit? Oui. Ouais. Et tout illustré? Oui. Ça a été compliqué de trouver
on va dire, les bons dessins, les bonnes illustrations, justement, pour s'adresser aux plus petits? C'était un nouvel exercice pour vous, même si vous êtes dessinatrice. Moi, j'étais super contente, j'adore dessiner. Pour le loup, donc le premier projet, c'est à l'aquarelle. Donc là, comme je parle d'agression sexuelle, de violence sexuelle, j'ai choisi l'aquarelle, quelque chose de très doux, quelque chose de vraiment tout cotonneux pour vraiment sécuriser. Et pour ce livre-là, pour les plus petits, là, on parle juste du corps. Ton corps est à toi, personne n'a le droit de toucher tes parties intimes. Et là, je suis partie sur quelque chose de plus pop, de plus coloré, avec un contour noir, parce que les enfants adorent les couleurs. C'était important, la couleur, pour dédramatiser aussi, ou... Oui, il y a de l'humour aussi, hein. Il y a de l'humour aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. J'avais envie que ce soit très sécurisant pour tout le monde, et pour les adultes, et pour les enfants. Enfin, surtout pour les adultes, en vérité, parce que les enfants n'ont pas du tout peur. Et donc, c'est pour ça que ce livre-là est plutôt rigolo et on peut l'aborder vraiment tout tranquillement, sans risquer de faire peur à qui que ce soit. Alix. Et pourquoi le choix du personnage de Miette? Qu'est-ce que ça symbolise, la Miette? Alors, Miette, c'est le petit personnage du loup. C'est une petite fille qui n'est pas en sécurité dans sa maison parce qu'elle y vit avec le loup, qui n'est pas un vrai loup, c'est une personne de sa famille qui l'agresse. Et elle s'appelle Miette parce que c'est une petite miette, un petit bout de petite fille brisée, toute petite, très fragile, cassée. Voilà. Il y a l'album du loup, il y a également la chanson que l'on retrouve sur l'un de vos albums. On écoute un extrait. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre, sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours ça me gâche. Fallait pas venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil tout, je le vois, loup, voyez le loup. Voilà, extrait du loup. Fallait pas venir trop près de moi. Maintenant, je ne sais plus très bien qui tu es. Sous cet œil doux, je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Il y a un véritable contraste, Maëlène, entre la douceur de la chanson et le thème qui forcément est abordé, celui de l'inceste, de la douleur, de l'insécurité dans sa propre maison. Oui. Je crois qu'il faut encore une fois parler avec douceur quand on parle de ces thèmes-là. C'est tellement l'ultra-violence, finalement, les agressions sexuelles sur mineurs. C'est tellement violent qu'on rentre tout de suite dans une phase de déni instantanément parce que c'est tellement impossible à imaginer, à penser. Donc il était vraiment important pour moi d'être très douce. Alors la chanson, c'est autre chose parce que la chanson, elle s'est écrite un peu toute seule. C'était pas vraiment conscient quand je l'ai faite. Dans votre inconscient, vous l'avez écrit. Et en anglais, j'ai lu? Dans mon inconscient. Elle était en anglais au début. Et elle disait... how can I be safe? How can I love you? C'était que des questions, une incompréhension. Et en fait, c'est grâce au mot how, qui ressemblait au howling du loup, au how, que j'ai compris en fait que c'était que j'ai relié ça à une émotion d'enfant. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Combien de temps vous avez mis à comprendre? J'ai mis 5 ans à comprendre cette On parle en années? Ouais. Et est-ce que vous avez... Du coup, vous n'avez pas tout de suite compris la portée du texte que vous aviez imaginé dans votre inconscient, la portée de ces mots? Oui, alors moi, je suis moi-même victime d'inceste. J'ai été agressée quand j'avais 7 ans par mon grand-père et je n'ai jamais oublié ça, donc je n'ai pas eu d'amnésie traumatique. Mais j'avais jamais prévu d'en parler. Je savais ce qui m'était arrivé, je travaillais dessus, j'ai fait une analyse et tout ça. Et vraiment, c'était quelque chose de très intime, de très compliqué. Donc, pas même à vos parents? Si, on en a parlé en famille, ça c'était un autre process, mais je veux dire publiquement. D'accord. Et en fait, moi je suis chanteuse, donc je dis plein de choses dans mes chansons et j'avais jamais prévu d'en parler. C'est cette chanson-là, écrite par mon inconscient, qui a décidé d'elle-même, toute seule, d'en parler. Donc je me suis dit, ok, donc là j'en parle. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'en parle. C'est un besoin qui est tellement viscéral que mon corps le fait sans moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, si j'en parle, je vais en parler bien. C'est là que je me suis dit,
je vais l'accompagner d'un projet de prévention. Il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on se reconstruit? Eh ben oui, peut-être bien oui. Moi, je pensais que j'étais reconstruite en fait. Avant de commencer ce projet, j'étais arrivée à un stade de mon analyse où je me sentais quand même vraiment mieux. Donc c'était plus une démarche pour aller vers l'autre, pour protéger les enfants. C'est souvent pour protéger les enfants que les victimes se mettent en mouvement. Et finalement, ça a été tellement bénéfique pour ma propre histoire. Je ne me rendais pas compte du chemin qui me restait à faire, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se procurer C'est mon corps, il est en rupture, mais il est en réédition. Ne vous inquiétez pas, les nouveaux formats vont arriver, Alix. Et en quoi consistent les séances de prévention que vous faites dans les écoles? Alors, je vais dans les écoles, donc les écoles élémentaires, donc de 6 ans à 11 ans à peu près. J'arrive, alors je n'ai qu'à suivre l'outil Le Loup. Donc je viens, je me présente, je commence par parler des émotions et je parle de cette émotion étrange que je n'avais pas comprise, qui est née, dont je parle dans cette chanson. Donc je parle de cette peur que je n'avais pas bien reconnue. Et donc je chante la chanson. Et ensuite, j'explique ce qui m'est arrivé, j'explique ce que c'était que cette peur d'enfant que j'avais eue. Et ça me permet d'introduire les parties intimes, les agressions sexuelles, l'inceste. Et ensuite, tout de suite, je raconte le livre, je raconte l'histoire. C'est une histoire. Donc là, tout le monde est très attentif. Et après le livre, tout de suite, je montre la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Et ensuite, à la fin de ça, on a une conversation avec les enfants, la carte blanche. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et moi, ça me permet de préciser des choses, de préciser des choses qui ont été dites et de voir s'ils les ont bien comprises. Et ce sont les directeurs d'école qui vous sollicitent? C'est principalement des instituts très très motivés qui m'invitent, et c'est toujours un peu le parcours du combattant pour faire valider ça auprès de tous, donc ça met toujours un petit peu de temps à mettre en place. Il y a des réticences de la part de parents, par exemple? Il y a des réticences de la part de parents, de la part de directrices, l'académie, des directrices. Carrément. Mais je trouve là, j'ai commencé l'année dernière en février 2023 et je trouve que ça évolue beaucoup. J'ai de plus en plus de demandes, de plus en plus de facilité à venir. Et alors justement, pendant ces interventions, il y a l'instituteur, l'institutrice. Il y a aussi des accompagnateurs, il y a aussi des parents. Et justement, ça donne lieu à quel type d'échange peut-être après votre atelier avec les enfants? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents? C'est un soulagement pour eux? Les parents ne sont pas là. D'accord. C'est des ateliers en classe, uniquement avec les enfants. D'accord. Les parents, je suis déjà intervenue auprès des parents. J'avais très peur. Je me disais, mais il va falloir que je blinde mon discours, que je défende ce que je fais comme quelque chose de vraiment important et extrêmement utile. Et en fait, je n'ai pas eu à faire ça parce que les parents qui sont venus étaient extrêmement bienveillants et étaient même très contents finalement qu'on protège leurs enfants. C'est plutôt une démarche bénéfique. Donc, j'ai pas eu de problème avec les parents encore. Et pendant ces ateliers, est-ce que, donc on a compris effectivement la méthode, on commence par lire Le Loup, il y a aussi toute une période d'échange avec les enfants. Il peut y avoir quoi aussi? Est-ce qu'il peut y avoir du dessin, de la musique, ou c'est toujours le même process où ça dépend de la classe? Ça dépend du professeur? Non, là c'est vraiment se dérouler là. Et c'est déjà assez long, c'est une heure de concentration pour les enfants, c'est bien. C'est énorme, Et ensuite, les instituts peuvent continuer le travail en proposant des petits ateliers. Nous, pendant la conversation, donc il y a toutes les questions des enfants, souvent ça prend beaucoup d'espace parce que les enfants, tout d'un coup, on leur parle de quelque chose dont on leur parle jamais, donc ils en profitent, ils ont énormément de questions. C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? C'est des questions sur préciser ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. Par exemple, on peut préciser... donc, je leur dis que personne n'a le droit de toucher leur partie intime. Mais c'est uniquement à partir du moment où un enfant est autonome. Donc là, on peut préciser, on parle des bébés, par exemple. Les bébés ont besoin qu'on les aide à se nettoyer, etc. Donc il y a des exceptions où les personnes en situation, les enfants en situation de handicap, par exemple. Donc on précise.
Ensuite, donc là, s'ils sont autonomes, et ben alors là, c'est bon, plus personne n'a le droit de toucher au parti indien, donc ils sont contents. Certains ont encore besoin d'aide, ça peut les motiver à devenir propres, à se dire, bon, bah, maintenant je peux m'essuyer tout seul, on s'entraîne à se nettoyer dans la douche, est-ce que vous arrivez à toucher votre dos, etc. Donc les enfants, c'est très motivant pour eux de se dire, bon, maintenant, hop, je suis grand. Et on peut préciser d'autres choses, par exemple, identifier les personnes de confiance. Moi, j'insiste toujours sur le fait que quand ça nous arrive quand ça arrive à un enfant d'être agressé par une personne de confiance, il va, par un agresseur, il va en parler à une personne de confiance et cette personne de confiance va peut-être ne rien faire parce que c'est ce qui se passe dans 94% des cas. Parce que c'est dans la sphère familiale ? Voilà, c'est souvent une personne qui connaît, souvent on lui a demandé le secret, souvent il se sent coupable, etc. Donc ça, c'est une chose hyper importante pour moi de leur dire, c'est, voilà, vous allez en parler à quelqu'un et certainement, peut-être, cette personne ne va rien faire. À ce moment-là, il faudra que tu trouves une autre personne de confiance. Et un adulte, même si c'est un adulte de confiance, une maman, quelqu'un qui nous protège, qui n'est pas un agresseur, ça ne veut pas dire que cette personne est complice. Peut-être que cette personne est dissociée, tout simplement. Et bien ça, je leur apprends que c'est un adulte qui n'a pas raison de réagir comme ça, que cette situation est très grave et qu'il faut qu'ils trouvent une autre personne de confiance. Encore, jusqu'à ce que quelqu'un réagisse, quelqu'un les aide. Alix. Vous trouvez globalement que dans le domaine de l'éducation, on est encore trop prudent vis-à-vis de ce sujet ? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un enseignement qui est obligatoire depuis 2001. Dans le cadre de l'EVARS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et à la sexualité. Donc, la prévention contre les violences sexuelles, c'est obligatoire dans la loi depuis 2001. Donc, cette éducation n'est pas encore mise en place. On est en chemin, mais c'est long, c'est très très long. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et tu nous parles du combat de Stéphie Alexandrian, fondatrice de l'association Carl, dont la famille a été détruite par l'inceste. Alix. Oui, il se peut que vous ayez déjà entendu parler de son histoire. Stéphie a été victime de son père, un pédocriminel condamné par la justice qu'elle tient pour responsable du suicide de sa mère et de son petit frère, Karl, lui aussi victime d'inceste. Il avait 12 ans. Le récit d'une famille dysfonctionnelle qu'elle raconte notamment sur les réseaux sociaux, son moyen privilégié pour faire entendre sa voix. Stéphie évoque notamment une mère impuissante qui a finalement demandé le divorce en 2011, un juge aux affaires familiales qui, via des mesures provisoires, décide que Karl devra se rendre un week-end sur 2 et la moitié des vacances chez son père. En 2015, le garçon trouve le courage de se confier, mais les tentatives de sa mère pour déposer plainte restent vaines. Le 8 avril 2019, la maman de Karl et Stéphie met fin à ses jours. Stéphie obtient la garde de son petit frère en première instance, mais le père persiste et fait appel à chaque décision. Karl redoute de devoir retourner auprès de lui. Il se suicide le 29 juin 2019, date qui marque le début de l'engagement et de la prise de parole de Stéphie. Vous êtes victime et qu'on vous dit qu'on ne va pas condamner la personne. Vous le prenez comme on ne vous croit pas, on ne vous reconnaît pas. Comment on peut se reconnaître soi-même victime quand on fait face à un système judiciaire qui nous répond « vous n'êtes pas victime » ou à minima, on n'a rien pour vous consacrer comme tel et pour condamner votre agresseur. Et là, c'est le fiasco, c'est le chaos, parce que vous savez, quand vous avez été agressé sexuellement, la culpabilité est inversée. Une victime se sent coupable, il faut le dire. On se sent sale, on se sent mal, on a l'impression d'avoir perdu toute valeur, on a des idées noires. Tout est très complexe et très négatif. Et au-delà de ça, on se sent coupable. C'est ma faute. Il y a une vraie notion de culpabilité. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Une victime n'a pas à se justifier. Tu as été habillée en jupe dans la rue, et alors tu t'es mis sur les genoux de ton papa en pensant que ton papa était ton papa. Et ton papa t'a violé le lendemain. Tu n'y es pour rien. C'est important de remettre les choses dans leur contexte, à leur juste place. Une victime n'a pas à se justifier d'eux. Et avec son équipe de bénévoles, Stéphie tente de répondre à l'augmentation constante des demandes d'aide. L'association priorise les demandes des enfants et des jeunes adultes, mais elle vient aussi en aide aux parents dits protecteurs. Elle intervient sur tout le territoire. Aujourd'hui, Stéphie dénonce les défaillances du système de protection de l'enfance et elle espère devenir avocate. Mylan, à l'époque, vous avez eu cette figure protectrice dans votre entourage. Vous avez pu la trouver ? Non. Moi, j'ai parlé très tard, donc je suis restée très longtemps dans mon silence. J'ai parlé quand j'avais 13 ans à ma mère qui n'a rien fait. Elle a juste répondu moi aussi et elle n'a rien fait.
Et ensuite, on est reparti pour 15 ans de silence. Comment on accueille la parole des victimes et vous, quand vous intervenez dans les écoles, est-ce que vous arrivez à déceler des signaux faibles? Parce qu'on le rappelle, dans une classe, il y a au moins 2 enfants, et on se dit que c'est peut-être sous-estimé, 2 enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles par classe. Il y a souvent des révélations à l'issue des séances, bien sûr. Ouais. C'est ce que craignent les enseignants, c'est ce que craignent les écoles, parce qu'ensuite, les suites, qu'est-ce que seront les suites? C'est toujours un peu compliqué. L'impact sur l'élève, sur la famille, sur la classe. Ouais. Exactement, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Donc ces séances-là, voilà, elles peuvent susciter des révélations, ça c'est sûr. Tout d'un coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé cet outil. Cet outil, c'est un outil de prévention et c'est aussi un outil de dépistage. Un enfant qui vit des violences sexuelles, quand il lit cette histoire, il se reconnaît. Donc voilà. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que un enfant qui révèle une situation de danger, d'agression, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est ce qu'on cherche. J'ai regardé tout à l'heure les chiffres, et il y en a plein d'autres, malheureusement ils sont terrifiants. On n'a quand même pas le sentiment qu'il y a une prise de conscience du grand public, mais on n'a quand même pas l'impression que les choses changent. J'en veux pour preuve le devenir de la Civise. On a reçu plusieurs personnalités ici, comme vous, à commencer par Arnaud Guélet, qui était très inquiet du devenir de la Civise, et on a quand même l'impression que la Civise, qui a fait un travail extraordinaire à recueillir bon nombre de témoignages de victimes, ne peut plus faire preuve d'efficacité. En effet, ouais. Ouais, c'est assez alarmant, c'est assez démoralisant même, je dirais. Bah, vous qui êtes sur le terrain assez régulièrement, j'imagine que... Ouais, moi, on le voit bien que ça avance pas. Donc c'est pour ça que ce que je remarque, pour quand même donner une note positive à tout ça, et c'est qu'il y a un mouvement social irrépressible. C'est un mouvement des citoyens. Nous, citoyens, là, avec MeToo Inceste, toutes les prises de parole, ce ne sont pas des prises de parole vaines, ce sont des prises de parole qui créent un groupe, qui ouvrent la prise de parole des autres. Et ça grandit, et ça, on le sent. On le sent qu'on est ensemble. Moi, je le sens. Il y a de plus en plus d'instits, de directrices, de directeurs qui se mettent en mouvement. Et ça, c'est mon travail, en fait. Je pense que moi, avec cet assaut... On ne va pas attendre l'État, on va pas attendre que l'État se mette en action. Vraiment pas. Voilà, on va prendre le problème à bras-le-corps, si je puis dire. Exactement. Donc moi, ce que je veux faire, vraiment, c'est montrer au maximum ce que je fais. Je voudrais montrer que quand on parle aux enfants, ça ne fait peur à personne. Que c'est vraiment facile, que les enfants accueillent ces informations hyper tranquillement et qu'ils sont même contents qu'on leur parle, qu'on leur fasse confiance et qu'on les prenne au sérieux, qu'on les respecte en fait. Et voilà, moi je voudrais montrer ça au maximum. Le but, c'est pas que moi j'aille parler à tous les enfants dans toutes les classes, c'est que tout le monde, que je montre à quel point c'est simple. Et je ne fais rien de plus que suivre l'outil. Je lis l'histoire, je montre la vidéo, c'est déjà énorme. Ça ouvre un espace pour un espace de sécurité aux enfants, un espace qui leur dit là, il y a quelqu'un, il y a un adulte qui te parle franchement, qui te dit les vraies choses et qui te dit que quelqu'un se soucie de ta sécurité. Et ça, rien énorme. Que ça, c'est énorme. Parce que l'enfant, si un jour il a besoin d'aide... Il ne se sent plus en sécurité à la maison. Exactement, voilà. Et pour l'après, justement, quand vous vous retrouvez dans le cas où, par exemple, au sortir d'une séance, un enfant finit par parler, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Est-ce qu'il y a un processus? Oui, bien sûr, il y a un processus. Ça, c'est aux écoles de donner suite à ça. Moi, je suis intervenante, donc je peux réceptionner la parole de l'enfant s'il me choisit, si l'enfant vient me voir spontanément. Moi, je suis là et je suis formée pour réceptionner cette parole. Mais ensuite, la suite de ça, c'est aux écoles de le faire. Je m'assure toujours que les écoles soient prêtes à faire les démarches avant de venir, bien entendu. Mais vous venez de le dire, c'est très important. Vous êtes formé pour recueillir cette parole. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les professeurs, les directeurs sont assez formés? Et surtout, comment on recueille la parole de l'enfant qui a fait l'effort, qui a trouvé l'énergie d'en parler? On écoute tout ce qu'il a à nous dire, on le note. C'est aussi simple que ça. On crée un espace où il se sent assez en sécurité pour
Pour en dire le maximum, il faut s'assurer qu'il ne soit pas en danger immédiat. Qui est l'agresseur? Est-ce qu'il va le revoir bientôt? Ce genre de choses. On lui dit qu'on le croit, j'imagine. Bien sûr, surtout, bien sûr. On le croit, on le sécurise. On ne lui ment pas. On le prévient que s'il y a des choses importantes et graves qui sont dites, on va devoir en parler nous-mêmes. On va devoir... On ne pourra pas le garder pour nous, parce que souvent, un enfant, il a tellement peur de tout faire exploser qu'il veut qu'on garde le secret. Donc voilà, il faut sécuriser l'enfant. Et faire comprendre que ce n'est pas de sa faute, on imagine. Et j'imagine que c'est délicat, mais comment on transforme ce recueil de paroles? Comment on fait pour que ça ne se transforme pas en interrogatoire? Encore une fois, c'est la qualité d'écoute. Il faut plus écouter que parler, du coup? Oui, beaucoup plus écouter, ouais. Vraiment retranscrire exactement ce que l'enfant dit, ouais. Alix. Et vous prévoyez d'autres ouvrages pour la suite? Oui, moi je vais me concentrer sur créer des outils toujours sécurisants, aussi bien pour les enfants que pour les encadrants, les adultes qui les accompagnent. Et ça veut dire d'autres univers, peut-être un autre personnage que Miette? Possiblement, ouais, je sais pas encore. Mais oui. Elle ne veut pas tout nous dire. C'est pas grave, elle reviendra pour nous en parler. Exactement. Je rappelle en tout cas vos deux ouvrages ô combien importants d'utilité publique. Ils sont capitaux. Tout d'abord, bien sûr, Le Loup. C'est à quelle édition, Le Loup? La Martinière Jeunesse. La Martinière, et vous êtes fidèle, effectivement, puisque La Martinière Jeunesse, c'est mon corps, c'est aussi aux éditions de La Martinière Jeunesse. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, aujourd'hui, on ne les trouve pas, mais ils vont arriver très rapidement. C'est la promesse que je vous fais, et Maïlan me l'a dit, effectivement, en préparant l'émission. Et je rappelle, effectivement, si vous voulez avoir de plus amples informations, les différents sites sur lesquels vous pouvez recueillir, pas mal d'infos. Je les cherche, je vais les trouver. Le www.milmiette.org, c'est l'association de Maïlan, et le www.lelou.org. Là aussi, je crois qu'on a été complet et très important, le 119 pour, bien sûr, SOS, enfants en danger. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à composer le 119 si vous avez le point de doute ou si vous avez décelé des signaux faibles chez un ou chez plusieurs enfants. Mille merci, Maïlan, d'être venue nous parler effectivement de votre projet ô combien important. On espère vous revoir très bientôt. On sait qu'on continuera à en parler encore une fois dans le MAG sur School TV. Alix, on se retrouve pour notre plus grand bonheur demain. À demain. Excellente journée en notre compagnie sur School TV.